Pascal et moi, nous sommes très heureux de retrouver Colum McCann, qui est déjà venu plusieurs fois au festival Étonnant Voyageur et qu'on est toujours très, très content de retrouver ici. Et puis, Dominique, c'est ton premier plateau de ce festival Étonnant Voyageur du Café littéraire. Tu en as fait d'autres ailleurs. Et donc, Dominique, qui est notre interprète, vous savez, comment dire ? Moi, je l'appelle toujours la reine des interprètes. Elle est formidable. Queen. C'est ma la queen. pression, la pression. C'est ma queen. Alors, Colum, né dans une famille catholique dans la banlieue de Dublin, Colum McCann est très tôt familiarisé avec le monde de l'écriture parce que son père était journaliste et éditeur. Et donc, Colum a fait des études de journalisme au St. Joseph's College, qui était la, enfin, je ne sais pas comment on prononce, la seule, on s'en fiche, vous me comprenez, la seule formation de journalisme en Irlande à l'époque. Il se lance, alors il va devenir journaliste donc, et puis à 21 ans, il décide de s'embarquer pour un tour des États-Unis à bicyclette qui va durer 2 ans. C'est quand même marrant de rappeler ça quand même. Hein, 20 000 kilomètres. Il multiplie les petits boulots et de cette expérience sur les pas de Kerouac, il va tirer La rivière de l'exil, qui est son premier roman, salué par la critique. Après, il va séjourner au Japon. Et puis, il décide de s'installer aux États-Unis, à New York. Et tu enseignes toujours l'écriture, la creative writing? Oui, avec Narrative 4. Oui. Oui. We'll talk about it. Sous forme narrative, on en reparlera. D'accord. Et il a publié 2 ouvrages encore, il y en a eu d'autres, hein. La rivière de l'exil, puis les saisons... J'ai déjà dit La rivière de l'exil. Puis les saisons de la nuit. Sa passion pour l'écriture le conduit alors au cinéma, puisqu'il signe les scénarios de La rivière de l'exil et de Beautiful Kid. À noter également que l'adaptation de son 4e roman, Ailleurs en ce pays, a été nominée aux Oscars 2005. Alors attends, je reprends. Ma mère a écrit ça. Qui ça? C'est sa mère qui a écrit. C'est pour ça que... She said, "Oh, all those books are wonderful." Elle dit que tous ces livres sont merveilleux. C'est ma mère qui lui a écrit la présentation. C'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Après, donc, il y a eu Danseur, il y a eu Zoli, dont on a parlé ici aussi. Et puis, ce titre qui est tellement beau, et que le vaste monde poursuive sa course folle, qui a reçu le National Book Award en 2009, et meilleur livre de l'année, Lire, Transatlantique et Apeirogon. Je ne sais pas comment on le prononce. Apeirogon. Apeirogon. In French, you say Apeirogon. Apeirogon? Oui, parce que sinon on dit Apeirogon. Non, Apeirogon. No, it sounds so much better in French. Non, mais moi, je vais prendre des cours avec Colum. Everything sounds better in French. Tout sonne mieux quand c'est en français. Grand prix d'électrice de Elle en 2021, prix du meilleur livre étranger Sofitel 2020, prix Transfuge du meilleur livre étranger 2020 et prix Montluc Résistance et Liberté 2021. Ainsi, il a aussi écrit des recueils de nouvelles. Et puis, ce petit ouvrage qui est très intéressant, qu'on a lu tous les deux, tu l'as lu aussi, toi, Lettre à un jeune auteur, et on va en reparler ou on en reparle tout de suite, c'est comme vous voulez. On peut peut-être commencer par American Mother, qui est le... Pourquoi je ne l'ai pas, le mien? C'est ça, le tien. Oh ben, dis donc. Bah, je l'ai piqué pour le montrer voleur. à la télé. Il m'a volé mon livre. C'est pas bien. Désolé. C'était pour le montrer. Moi, j'ai envie de commencer peut-être avant les livres par ça, Lettre à un jeune auteur. Les ateliers d'écriture, la manière de travailler avec d'autres personnes, la possibilité donnée à des écrivains du monde entier, comme dans 13 façons de voir, voilà, il y a des textes qui sont proposés à d'autres. Et je trouve que chez Colum, il y a beaucoup de générosité qu'on sent dans les livres quand il y a des histoires, des fictions, parce qu'il y a toujours beaucoup d'empathie avec les personnages. Mais aussi, je trouve, dans sa manière de faire, je dirais, citoyenne, en tant qu'auteur, mais en tant qu'auteur actif, citoyen, de partager la plume, de donner des conseils,
donner des leçons, mais pas des leçons surplombantes, mais de travailler pour que les gens progressent, et de partager la plume, par exemple, avec une femme, une mère, pour co-signer un livre. Et peut-être j'aimerais commencer par ça, Colombe, parce que je suis assez impressionné. C'est pas tout le temps qu'on a des grands auteurs qui parfois s'effacent complètement derrière d'autres personnes qui travaillent avec qui ils travaillent. Oh, thank you so much, and thank you everybody for being here as well. It's a pleasure to be here. I love Sam Malone, by the way, I really do. But in relation to, you know, these texts and storytelling and ways of telling, I think it's very uninteresting when a writer tries to tell you something. It's much more interesting when she or he allows you to enter a book and make your own interpretation. D'abord, merci pour cette présentation. Merci à vous tous d'être là. C'est quand même merveilleux de vous voir tous. Et puis, j'adore Saint-Malo. Voilà, mais je trouve que c'est toujours c'est pas très intéressant qu'un écrivain vous explique comment il s'y prend. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vous permette à vous d'essayer de vous exprimer. So it's about walking into a book and not being told how to think, but walking in and making your own life accessible to that particular text. C'est ainsi qu'il ne s'agit pas de vous expliquer ce que vous devez trouver dans un texte, mais de vous permettre de le pénétrer et d'y faire votre propre trajet. And I say this, I like people and I like the world. Et je dois dire, j'aime les gens et j'aime le monde. Il dit dans le petit livre qu'en réalité, il joue seulement les faire-valoir. Ah, traduire ça, ça ne va pas être facile. J'aurais dû choisir autre chose. Right. So in relation to this book, American Mother, I had a choice. It's about Diane Foley and her son Jim Foley. Right. Jim Foley was killed, and she went to Virginia to meet her son's killer, and I went with her. So my choice was: do I put myself in the book, or do I keep myself out of the book? And so, you know, when Truman Capote wrote In Cold Blood, which is a beautiful book, he put himself in the book. But I didn't want to be a character in this book. I wanted to be a fly on the wall. It was very important to me. Alors, la place de l'auteur à l'intérieur d'un livre. Dans ce livre, American Mother, j'ai suivi Diane Foley, qui était la mère de Jim Foley, ce journaliste américain qui a été capturé, torturé, puis tué, puis décapité par Daesh. Et je l'ai suivie quand elle est descendue en Virginie pour rencontrer le meurtrier de son fils. J'avais deux solutions. Ou je me mettais dans le livre, ou je restais extérieur. Truman Capote, quand il a écrit De sang-froid, s'est volontairement mis dans le livre. Et moi, je ne voulais pas le faire. And you know, it's always a choice. I mean, if I was to write about myself, I promise you I would tell lies. C'est toujours un choix qu'on a à faire. Et si je devais parler de moi, je vous promets que je raconterais des mensonges. But by writing about other people, I think I tell more of a truth than I would have otherwise. Mais en parlant de quelqu'un d'autre, je crois que je dis plus de vérité que je ne l'aurais fait autrement. That being said, even when you write about other people, there's something semi-autobiographical about it too. Ceci dit, même quand on parle de quelqu'un d'autre, il y a toujours quelque chose qui est à moitié autobiographique dedans. Because you can't divorce yourself entirely from the text. Parce qu'on ne peut pas être complètement distancié, divorcé par rapport au texte. There's no such thing as absolute objectivity. L'objectivité absolue, ça n'existe pas. Et peut-être déjà dans le choix des livres que vous décidez parce qu'on n'écrit pas un livre en 2 jours, donc faire le choix d'écrire un certain livre, même si c'est avec quelqu'un, déjà là, il y a de la subjectivité. Ce sujet-là,
il vous est pas arrivé par hasard. C'est pas un livre juste parce que vous avez rencontré quelqu'un. Ça vous intéresse forcément personnellement. Yeah. But one thing I also think is very important, even if you're going to write something for 2 days or 1 week, you know, when we do as journalists, and I have to say, I'm very proud of my background as a journalist. My father was a journalist. I'm still a journalist. I adore the work of journalists who go out and push things as far as they can. Even as a journalist, you must choose the thing that really matters to you, because it's all about writing, it's all about stories and storytelling, and the right word must hit the page at the right time, and it's the job to break people's hearts and to talk about the things that are going on. Mais je dois dire que bon, je suis extrêmement fière de tout l'arrière-plan de journaliste qui est le mien. Je suis journaliste, mon père était journaliste, et j'en suis fière parce qu'il s'agit toujours d'écriture au fond, et il s'agit toujours de raconter une histoire, de porter une histoire le plus loin possible à des lecteurs et de briser les cœurs. Can I just say that sometimes in France, I hear, oh, but it's just journalism. For me, it's not that way. Even journalists say this. Oh, I'm only a journalist, and that's not true. I think so. Like a good journalist can put a good poet to shame in profound ways. Et je dois dire que souvent en France, j'entends dire « Ah oui, mais c'est seulement un journaliste ». Et même les journalistes eux-mêmes se présentent en disant « Mais je ne suis qu'un journaliste ». Mais c'est très très faux ça. Des journalistes disent des choses parfois extraordinairement profondes et pourraient coller la honte à bon nombre de poètes. Alors, oui, ça c'est vrai. On va parler de ce livre. On reviendra tout à l'heure sur Lettre à un jeune auteur. Ce livre donc, qui a été traduit de l'anglais par Clément Beaude, on le dit tout de suite pour ne pas oublier. Et cette rencontre avec Diane Follet. Il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée dans les remerciements de Diane Follet à la fin. Elle remercie Colomb. Et elle remercie Colomb. Et je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Elle remercie Colomb à propos d'une photo. Elle fait référence à une photo. Et j'aimerais que Colomb nous raconte cette anecdote. This is an incredible story. So, okay, on the day, nearly everybody here was there that day. So you're actually part of this story. The whole world was there that day. It's the second most iconic photograph after the World Trade Center towers coming down was Jim Foley in the desert in an orange jumpsuit with a man in black balaclava beside him. We don't need to know the end of that story. You all know the end of the story. Okay. Alors oui, c'est une histoire absolument extraordinaire. Déjà, vous étiez tous là au moment où cette photo est parue. Vous étiez tous là, vous faites partie de l'histoire. C'est cette fameuse photo qui est la deuxième photo la plus mythique après celle des tours en train de s'effondrer. Cette photo où on voit Jim Foley au milieu du désert, dans son uniforme de prisonnier orange, avec un type en passe-montagne noir juste à côté. On n'a pas besoin de savoir comment l'histoire se termine, vous savez tous comment elle se termine. Mais il y a une autre photo in which sent the same day by friends, le même jour. Oui, il y a une autre photo est sortie le même jour que cette photo que tout le monde connaît. Your French is much better than mine. Is it? There you are. And it was Jim Foley in a bunker somewhere. We found out later it was in Afghanistan, and he was reading a book. And my friend said, "Look at the book that he's reading. You can just see." And it was a book of mine, which in French is Et que le vaste monde poursuive sa course au folle, which is Let the Great World Spin. So imagine this. On the same day as I see him with his head upon his back, I also see this other photograph of him reading a book of mine. So my heart was blown open. Et donc, ce même jour paraît cette photo où il est dans un bunker. On a su ensuite que c'était en Afghanistan. Et il est assis, prisonnier, et il est en train de lire un livre. Et un de mes amis me dit, mais regarde ce livre, regarde, on peut juste repérer le titre. Et c'était « Et que le vaste monde poursuive sa course folle ». Alors, imaginez un peu, en même temps que je vois cette photo où on voit la tête de Jim posée sur son dos, je vois cette photo de ce
ce même Jim en train de lire mon livre. Imaginez à quel point mon cœur a été cassé en deux, quoi. So I wrote to his mother. Alors donc j'ai écrit à sa mère. She never got the email. Elle n'a jamais reçu l'email. 7 years later, 7 ans plus tard, I went on a Zoom call about my book, A Paragon. je fais un zoom à propos de mon livre Operagon dont on parlera Diane tout à l'heure. Foley is on the Zoom call. Il se trouve que Diane Foley fait partie de She ce said, zoom. "I'm so sorry, I never got your email." Elle me dit, mais je suis désolée, j'ai jamais reçu votre email. I drove from New York to New Hampshire about 4.5, 5 hours. J'ai pris ma voiture et j'ai conduit depuis New York jusqu'au New Hampshire, 4 à 5 heures. I sat and talked with her and her husband for 2 days. Je suis restée chez eux, j'ai parlé avec elle, avec son mari pendant 2 jours. And that's when she told me that she wanted to go meet her son's murderer. And that's when I also realized that stories never end. Et là, elle m'a dit qu'elle voulait aller rencontrer le meurtrier de son fils. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi que les histoires, ça ne finit jamais. And finally, I was in the middle of another novel. I abandoned it, stopped it, and started writing this. Et j'étais au milieu de l'écriture d'un autre roman et j'ai arrêté net, j'ai tout laissé tomber et j'ai suivi cette histoire-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que le livre à 3 périodes, pardon, je te laisse la parole après, est écrit de trois façons, si j'ose dire. Il y a d'abord ce que raconte Colum, de ce qu'il voit de la vie de cette mère brisée, qui va quand même aller rencontrer, et Colum va l'accompagner, rencontrer l'assassin de son fils. Il y a la partie où elle s'exprime, plutôt au milieu du livre, et puis après, de nouveau, on retrouve le récit de Colum. Yeah, it's split into 3 in the bookends. And so, look, I said this a little bit earlier, but I think it's a beautiful phrase. Samuel Beckett says, it's the job of the artist now to find a form that accommodates the mess. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais je trouve que c'est une belle formule. C'est Samuel Beckett qui a dit autrefois, le rôle de l'artiste, c'est de donner forme et de permettre au bordel ambiant, au bazar, au merdier, d'avoir une forme. And let's face it, a book is a container. It contains things. Voilà, et regardons les choses en face. Un livre, c'est un contenant. Sometimes it's a circle, sometimes it's a glass, sometimes it's a box, sometimes it's a shape, a weird shape. It goes in lots of different directions. Oui, parfois c'est un cercle, parfois c'est un vase, parfois c'est un verre, parfois c'est des drôles de formes bizarres. But I know the minute I walked into that prison cell with Diane Foley to speak with her son's killer, I know this is the border of the story. Mais au moment où je pénètre dans cette salle, dans cette cellule de prison, à côté de Diane Foley qui va parler avec l'assassin de son fils, je sais que voilà, c'est ça les limites du livre. So everything sits in that moment. Tout tient dans ce moment-là. Et on se met à la place de cette femme qui a donc accepté de rencontrer cet assassin, mais qui va se demander comment doit-elle lui parler, est-ce qu'elle doit l'appeler par son prénom, est-ce qu'elle doit l'appeler monsieur. Ça paraît dérisoire, mais ça montre à quel point ce moment doit être terrible à vivre pour elle. Et vous en avez discuté avant It's beautiful that you say that and that you notice that, because she didn't know what's going to happen. Now, afterwards, we all know what happened and we think that she had a consciousness of what she was going to say. She had no idea what she was going to say. C'est bien que tu aies senti ce petit détail-là, parce qu'elle ne savait absolument pas ce qui allait se passer. Alors après coup, on se dit, oui, évidemment, elle avait prévu, elle savait ce qu'elle allait dire, elle ne savait pas du tout ce qui allait se passer. So one of her big questions is, what do I call him? Évidemment, une de ces grandes questions, c'était, mais je l'appelle comment? So his name is Alexander Cote. Son nom, c'est Alexander Cote. He likes the name Alexa. Il aime le nom Alexa. The prosecution wanted to Americanize him
so they wanted to call him Alex. Alors, l'accusation a voulu l'américaniser et voulait l'appeler Alex. Other people, like the CIA, the FBI, they called him Cody. Alors, la CIA, le FBI l'appelait Cody, de son nom de famille. And this is what's beautiful. She said, I'm going to call him the name that his mother gave him, Alexander. Et c'est ça qui est beau. Elle s'est dit, je vais l'appeler du nom que sa mère lui a donné, Alexander. She walks in, she sits at the table, he's in shackles at his ankles in his prison jumpsuit, and she says, Hi Alexander, it's nice to meet you. Elle rentre dans cette pièce, il est assis à cette table, il a son costume, son uniforme de prisonnier, il a les fers aux pieds, et elle lui dit « Bonjour Alexander, heureuse de vous rencontrer ». And that's what we call in English a head wrecker. Et ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un truc qui vous tue la tête. Oui, ça nous tue la tête aussi. Ça nous coupe la chic. Ça nous coupe la chic. Alors On peut-être. disait un peu moins joliment. Moi, j'ai amené Apeirogon justement, et puis on a évoqué l'être un jeune auteur. Et je voudrais rebondir justement sur ça, sur la question du contenant. Un livre est un contenant. Il faut donner une forme. Ça peut, voilà. Et dans les conseils à un jeune auteur, il y a ce conseil-là justement de trouver une forme. De ne pas forcément essayer de trouver une forme au préalable, parce que dans ce cas, on risque de mettre, j'aime beaucoup l'expression, 3 kilos de merde dans un sac prévu pour 2. Ça déborde. On ne dit pas ça en français, mais je pense qu'on peut l'adopter. Il faut trouver l'adéquation entre la forme et ce qu'on est en train de raconter. Donc on comprend un peu les mécanismes de l'écriture, mais à ta manière, Colombe, c'est-à-dire avec cette générosité, avec cette empathie. Voilà. Et il y a aussi cette autre remarque qui est ne jamais oublier que la littérature est aussi un divertissement. C'est pas juste de l'art, c'est comme le cinéma, c'est aussi raconter une histoire, c'est aussi le plaisir de raconter une histoire. Donc il faut aussi accompagner le lecteur, le guider, lui donner du plaisir de lecture, raconter des histoires, et ça c'est aussi très, très important. Et je voudrais, pour ramener tout ça à un roman que je trouve extrêmement important, Apeirogon, parce que là, il y a à la fois une histoire dont il faut vraiment parler aujourd'hui, parce que là, on reparle du conflit Israël-Palestine. 2 histoires, en fait, qui sont une seule, puisqu'il y a 2 parcours de vie, oui. 2 pères qui ont chacun perdu un enfant, une fille, voilà, chacun a perdu sa fille, et une forme, c'est-à-dire qu'on suit cette histoire. On peut ouvrir le livre de droite à gauche ou de gauche à droite, hein, pratiquement, et ça se rejoint au milieu. Il y a 1001 histoires, 500 d'un côté, 500 de l'autre, et la 1001e au milieu. Alors, il faut savoir, je vous le rappelle, les 1001 nuits, ça ne veut pas dire 1001 nuits, en fait, ça veut dire beaucoup et beaucoup, c'est-à-dire qu'on ne compte plus. Au-delà de 1000, on ne compte plus. Et ce choix de forme, et de chiffres et de parcours pour raconter ce qui se passe sur ce bout de territoire. Colombe, c'était vraiment la seule solution possible, c'est-à-dire raconter un nombre infini d'histoires pour arriver à raconter un peu ce bout de territoire. Oui, il y a un père palestinien. Oui, je ne l'ai pas dit, mais il y a un père palestinien, un père israélien. Et un père israélien, voilà. Et les 2 ont perdu. C'est vrai, je ne l'ai pas dit. So here's the truth. Most and it's quite difficult, especially when you come to a festival and you're talking about these things. But most writers don't know what the hell they're doing. Alors, évidemment, ça affiche mal de dire ça en plein milieu d'un festival de littérature, mais la plupart des écrivains ne savent pas du tout ce qu'ils font. No, I'm quite serious. At the beginning, you're like a traveler and you don't know where it is that you're going to go. It's not like you're a tourist. If you're a tourist, you know where you're going to get to. But if you're a traveler or an adventurer, you don't know where you're going to get, and you don't know really how you're going to get there.
Un écrivain, c'est un peu comme un voyageur. Alors, on ne sait pas bien où on va aller. C'est-à-dire, c'est pas du tout comme un touriste. Le touriste, il sait quelle est sa destination, il sait où il va. Mais un voyageur ou un aventurier, il s'embarque et il sait pas très bien ni comment, ni où exactement il va aller. So, in writing this book, A Paragon, it was a crazy book to write because all I knew is that everything there was very confusing, right? And I knew it had to be fractured. So I started out, okay, I'm going to tell 20 different chapters. And then I said, 50 different, or maybe 100, okay. And then a spectacular thing happened to me. I realized that Rami and Bassam were telling the stories of their daughters because they wanted to keep their daughters alive. So who else does that? Scheherazade. Scheherazade. Oui, alors quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'étais là à me dire, bon, c'est pas possible cette histoire, il faut qu'elle soit fracturée en plusieurs moments. Et donc je commençais par penser 20 chapitres, bon, allez, peut-être 50. Et puis pour finir, au bout après en avoir écrit 50, je me suis rendu compte que finalement chacun de ces deux pères, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient raconter l'histoire de leur fille pour rester en vie. Et qui d'autre fait ça? Eh ben, Scheherazade. Which is Arabian Nights, which is 1001 Nights, which therefore became 1001 chapters, sort of a homage to literature. You know, we get our stories and we get our voices from the voices of others. Et donc, comme Scheherazade, eh ben, finalement, il a bien fallu faire 1001 chapitres. Et finalement, les histoires, on raconte nos histoires, on les tient toujours de quelqu'un d'autre. Toute petite explication du titre, puisqu'on l'a dit, la version française et la version anglophone. C'est un apérogone, c'est une figure géométrique au nombre infini de côtés. Donc, c'est encore plus que 1001. Yeah, so it's much more than 1000, and it's not a circle. It approaches a circle, but it is not a circle. That's the most important thing. In a curious way, this is also weird. I'm full of weird things today. I think writers are like mathematicians often, yeah, because we're obsessed by structure, and we build these houses of stories, and often there are lots of mathematical lines that have to intersect. I bet you most writers couldn't add, 2 + 3, but they are mathematical in the way that they approach things. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'apeirogon n'est jamais un cercle. Il a un nombre infini de côtés, il s'approche du cercle, mais il n'est pas un cercle. Et dans le cadre des choses bizarres que je dis aujourd'hui, d'un certain côté, on peut dire qu'un écrivain, c'est très proche d'un mathématicien. Alors, la plupart des écrivains ne seront pas capables d'ajouter 2 à 3, si vous voulez, mais enfin, ça tourne toujours autour de structures. On fabrique ces maisons d'histoire qu'on raconte, et il y a toujours des tas d'éléments structurels qu'il faut ajouter. Donc, effectivement, les écrivains sont aussi des mathématiciens. Alors, dans Lettres à un jeune auteur, on trouve des choses assez surprenantes quand même. Dans une bonne histoire, l'intrigue se maintient au second plan, car ce qui arrive n'est jamais aussi intéressant que la manière dont c'est raconté. Yeah, I mean, the best book of the last 2 centuries is Ulysses by James Joyce. And what happens there? A man walks around Dublin for 24 hours. Enfin, je veux dire, le plus beau livre qui a été écrit ces 200 dernières années, c'est Ulysse de James Joyce. Et qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Un type se balade dans les rues de Dublin pendant 24 heures. Oui, mais c'est un peu un parti pris, c'est un Irlandais, alors il ne peut pas dire autre chose. C'est vrai. Yeah. Well, that's true. But listen, the French do it beautifully too, and the Russians as well. I mean, what happens is not as interesting as how it happens. And even when you think about how we tell a story, if we go to the bar tonight, I'll say to you, oh, let me tell you a story about the time my uncle bit the dog, right? That's how we start, and then we fill it all in. So it's not what happens that is fascinating, it's how it actually happens. And how it happens in literature is through language, the way the words come up off the page. Oui, enfin, il est irlandais, certes, mais bon, les Français et les Russes font ça très bien aussi. Et puis, d'ailleurs, c'est même quand on raconte simplement une histoire, une anecdote, disons, ce soir, on va prendre l'apéro ensemble. Et je m'approche de toi et je te dis, je vais te raconter comment un type a été mordu par un chien.
Bon, évidemment, à partir de là, l'histoire commence. L'important, c'est pas l'histoire que je vais raconter, c'est comment on va développer ça. Et en littérature, évidemment, ce qui compte, c'est la langue et comment le mot s'organise sur la page. Au fait, d'accord, hein, pour un apéro ce soir. Okay, perfect. It's a date. Juste encore une dernière question. Je ne savais pas que les textes de quatrième de couverture étaient le cauchemar des écrivains. En plus, le chapitre s'intitule « Les quatrièmes de couverture ou l'art de la pornographie littéraire ». Oh, the blurb. Oh, yeah, the blurb at the back of a book. Yeah, that's the worst thing that you have to do. Look, ça, c'est la quatrième de couve, c'est la pire des choses. but, hold on, but this can't be the last question. I kind of want to Non, just c'est begin. pas possible, ça peut pas être la dernière Everybody can question. come to the bar later on. No, but this is called the blurb, right, at the back. So somebody sends you their book, and you have to say something nice about the book in order to sell it, right? So what I do, people send me the book, and I'll read it, and I'll look at it, but I tell them, you have to write the blurb for me, right? Alors vous savez, c'est absolument terrible parce qu'on vous envoie des bouquins et puis on vous demande d'écrire la quatrième de couve. Et alors là, c'est épouvantable. Donc moi, quand on m'envoie des livres, je les lis, je suis bien d'accord, mais je dis, bon, c'est vous qui l'écrivez, hein, la quatrième. And I say to them, embarrass yourself, make yourself blush. Voilà, et faites-vous rougir, embarrassez-vous. And it's interesting, the best ones always downplay what they say. The worst ones say, it's a masterpiece. Les meilleurs, évidemment, font dans l'humilité, on ne dit pas trop, mais les plus mauvaises disent évidemment, c'est un absolu chef-d'œuvre. But then it gives me a chance to, I go in and then I rewrite the blurb. But it's a form of, yeah, I mean, did I really say literary pornography? I did, maybe. Well, it's certainly a form of flirtation. En tout cas, et alors ça me permet, une fois que j'ai reçu la quatrième écrite par l'écrivain lui-même, ça me permet de rentrer dedans et de réécrire 2-3 trucs. Est-ce que j'ai vraiment écrit pour la pornographie, une pornographie littéraire? C'est le titre du En chapitre. tout cas, c'est au minimum un flirt. Mais il reste toujours la solution de maman pour écrire la quatrième. Oh, Ah oui, demandez à sa mère. okay. There's also a chapter in this, can I just see for 1 second? In English, it's, now I don't know what your translation of this is. This is a very important advice to a young writer. Let me just see. It's, my editor is here. Caroline, did you remember what we said? Don't be a dick. Comment on dit ça? Soyez pas un con. Oh, con. Does that say ça? Yeah. Con. Okay, I'm going to tell you a funny story about Con. And then we're finished. Okay, I wrote a book called This Side of Brightness called Les Saisons de la Nuit. Con is an Irish name, right? Like Con Houlihan. And so my character was called Con, right? And so in French, all the readers were going, Con walks down the street. Con... I should have just changed the name. It would have been so much better. So don't be a dick, don't be a con. Comme vous le savez, Con, c'est un prénom en irlandais. Et j'ai écrit un livre où le personnage principal s'appelait Con. Donc je m'imagine qu'en français, tous les lecteurs français se sont baladés en disant Con a fait ceci, Con a fait cela. J'aurais dû changer de prénom, franchement. Enfin, donc voilà, ne soyez pas con. Et peut-être une petite... comment on dit griffure égratignure. Merci. Bon, je ne suis pas écrivain, donc je ne trouve pas mes mots. Comment se conduire à l'atelier? Très très court ce chapitre. Comment se conduire à l'atelier? Il y a une citation de Charles Baudelaire qui est plus longue que le texte qui suit. Prends place sur la véranda. Bois un bon vin. Francise. Alors là, on réfléchit un peu. Ouais. Est-ce que ça veut dire que pour faire un bon atelier, il faut faire un peu imiter la manière de faire des Français, des écrivains français? Non. Ah. No. Ça ne veut pas dire ça. No, everybody is his or her or their own writer. You find your story. And that's one of the things I would say to young writers. Yes, you can imitate, but you only ever find your own voice.
Non, 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 non. Chaque écrivain est son propre écrivain. Et c'est un truc d'ailleurs que je dis aux jeunes écrivains. Bon, vous pouvez imiter si vous voulez, mais essayez de trouver votre voix. Et en tout cas, il y a un chapitre qui s'intitule « Lisez, lisez, lisez ». C'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Donc lisez American Mother. On n'en a pas parlé longtemps et on n'en a pas parlé beaucoup. C'est un sujet assez difficile à découvrir, mais on apprend encore des choses sur la justice américaine, par exemple, sur la presse américaine aussi, sur cette femme admirable, bon, très soutenue par une foi profonde. Hein, voilà. Et donc, American Mother, paru chez Belfond et traduit par, tu sais, par Clément Beaude. Voilà, c'est ça. Et puis, celui-là, Lettre à un jeune auteur qui est paru chez Belfond aussi, puis en 18, après traduit par Jean-Luc Piningre. Et puis un livre qui est sorti un peu plus avant, hein, mais qu'on a, enfin voilà, on a eu envie d'en parler aussi aujourd'hui. D'abord parce que c'est un très grand livre, mais aussi parce que c'est aussi une manière d'essayer de percevoir des choses un peu plus positives, et en tout cas pas en noir et blanc, de ce qui se passe entre Israël et la Palestine, traduit de l'anglais, de l'irlandais, par Clément Beaude. Est-ce que vous me permettez de sortir de mon rôle d'interprète et de dire, oui. deux mots sur Dominique. American Mother? bien sûr. Voilà. Alors il y a des choses absolument formidables qu'on apprend à la fois sur, en effet, la justice américaine et aussi sur la façon dont le gouvernement américain réagit vis-à-vis des otages. Alors déjà deux mots sur la justice américaine. C'est quand même assez extraordinaire cette histoire où un prisonnier doit accepter que les parents des victimes qu'il a assassinées viennent leur rendre visite. Alors c'est lié à ce qu'on appelle le plea bargaining, c'est-à-dire le plaider coupable. Ce système permet c'est en fait un arrangement suivi à la suite d'une négociation entre l'accusation et la défense. Donc on accepte de reconnaître qu'on est coupable, moyennant quoi on a une peine qui est réduite. C'est comme ça que cet assassin n'a pas eu la peine de mort. Il a eu la prison à vie. Mais c'est assorti d'un certain nombre de conditions. Et une des conditions, c'était qu'il accepte de recevoir la famille des gens qu'il avait assassinés. Et en fait, les autres personnes qui ont été assassinées, leur famille n'est jamais venue. Diane a pris la décision, elle, d'aller voir le bourreau de son fils. Voilà, bon, ça c'était le côté pour expliquer comment fonctionne un peu la justice américaine. Maintenant, pour ce qui est de la façon dont le gouvernement américain fonctionnait par rapport aux otages pris par des terroristes. Diane explique dans cette seconde partie, qui est à la première personne, qu'elle est allée en France, qu'elle a rencontré Florence Aubenas et qu'elle a été absolument estomaquée de la façon dont tous les Français connaissaient les otages, connaissaient le nom des otages, comment on parlait d'eux quasiment au quotidien à la télévision, et ça l'a époustouflée, parce que, je veux dire, aux États-Unis, personne, aucun média n'en parlait. Personne n'a entendu parler, et même au contraire, on empêchait la famille de faire connaître la situation de Jim quand il était prisonnier, qu'il n'avait pas encore été assassiné. Et il y a surtout la façon dont le gouvernement américain, Obama en particulier, a fonctionné. Donc l'idée était de faire d'avoir le même prétexte que les Anglais, que les Britanniques, à savoir dire « nous ne négocions pas avec les terroristes ». Mais en fait, ça n'est qu'un prétexte, c'est une manière de dire que les terroristes n'ont jamais été la priorité du gouvernement américain. Et quand Obama a reçu Diane Foley et qu'il lui a dit « Vous savez, votre fils est ma première priorité », elle lui a dit « Monsieur le Président, non, mon fils n'est pas votre première priorité ». Et elle raconte comment elle a eu le cœur un petit peu brisé de voir que l'après-midi, on voyait à la télévision le même Obama en train de jouer au golf. Voilà.
Oh oui, c'est important de préciser tout ça. Et aussi, il faut dire qu'elle a fait aussi toute une démarche pour venir appuyer les journalistes freelance, particulièrement, qui partent comme ça sur des zones de guerre et de danger et qui ne sont pas protégés puisqu'ils n'ont pas un journal ou une télévision ou quelque chose derrière eux. Ils sont freelance. Il y a surtout, oui, voilà, il y a deux genres de reporters de guerre qui sont envoyés dans ces lieux de conflit. Il y a ceux qui sont les journalistes embarqués, les embedded journalists, qui, eux, bénéficient évidemment de tout un tas d'aides militaires, secours, enfin, ils sont encadrés, quoi. Et puis, il y a les freelance, et eux, alors, débrouillez-vous. Ouais. Merci pour ces précisions, Dominique. C'est très bien, c'était très important de le dire. Formidable. Colum, merci d'être venu sur le plateau du Café littéraire. We still have a date? Oui. Est-ce qu'on est d'accord pour avoir ce rendez-vous ce soir au bistrot? Mais bien sûr. Thank you. On invite tout le monde. Ah non, ça va faire beaucoup. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette belle rencontre.